Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur l'Académie. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on a le plaisir d'être avec toi pour une conférence sur le thème canaliser avec clarté au tarot symbolique. Tout à fait, Donc toi, tout tu es à fait. auteur et formateur en connaissance de soi et éveil de conscience au travers des 3 piliers qui sont l'énéagramme, j'ai du mal avec ce mot, la spirale dynamique et le tarot symbolique. Tout à fait, tout à fait. C'est C'est ça? Je exactement te ça. laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Oui, donc je m'appelle bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous voir. Donc je m'appelle Nico Pen. Effectivement, donc je suis auteur, on voit mes livres derrière, auteur et formateur. Je fais de la formation et tout particulièrement la formation en ligne depuis 2011 et comme tu le disais bien, c'est vraiment on va dire mes domaines de recherche, d'expertise et de transmission, c'est la connaissance de soi et j'aime bien le mettre au pluriel, les éveils de conscience, dans le sens où plus on arrive à se connaître, plus on arrive à éveiller notre niveau de conscience et donc au travers de cela, je fais au travers de 3 grandes disciplines. Celle pour laquelle je suis le plus connu initialement, c'est l'énéagramme, qui est une discipline qui permet de découvrir les 9 typologies de personnalité. Mais à cela, j'aime bien vraiment allier pour moi 2 mondes qui se rejoignent, qui sont le monde de la psychologie et de la spiritualité. Et donc, c'est au travers de ça que finalement le tarot est venu à moi, je dirais. C'est pas moi qui suis venu au tarot, c'est le tarot qui est venu à moi, aussi bien sur un travail de connaissance de soi que sur son travail comme on va en parler ce soir, de canalisation, d'arriver à percevoir des messages. Et ça qui est intéressant, c'est que sur les messages, on va pouvoir recevoir. C'est un peu comme. Ouais, tu vois, j'avais pas forcément pensé à cette allégorie-là, mais c'est un peu comme les rêves. C'est-à-dire que les rêves, il y a certains rêves qui sont des messages de notre inconscient et d'autres rêves qui sont des intuitions, des flashs du futur ou des messages de l'invisible. Et sur le tarot, c'est exactement la même chose. On va pouvoir Ah l'utiliser oui. en termes d'outils psychologiques pour travailler sur soi, mais aussi recevoir des infos. Alors, le type de tarot que je ne fais pas, vraiment pour clarifier aussi au départ, c'est un tarot qui est celui qu'on va entendre le plus souvent, qui est le tarot plutôt prédictif. Donc ça, c'est vraiment pas ma spécialité. Moi, c'est vraiment le tarot du OK, là, il m'arrive à un instant T donné, quel message je peux recevoir. Et en fait, le tarot, je suis tombé dedans et c'est assez passionnant tout le travail qu'on peut faire, qu'on peut découvrir avec cela. Voilà pour me présenter plus ou moins rapidement. Ah super, bah, merci pour ta belle présentation. Donc, Avec plaisir. on va pouvoir démarrer ta conférence quand tu le Ouais, souhaites. ben, attaquons maintenant. Attaquons Allez, c'est maintenant parti. et le plus tôt sera le mieux parce que des fois je peux être un peu bavard. Donc, alors, est-ce que tu peux envoyer le Allez, j'envoie. screen? Hop, Voilà. c'est Bah, du coup, parti. bienvenue à toutes et à tous. Je vois quelques retours sur le chat. Faites-nous un petit coucou. Oui, Bonsoir Marie, bonsoir France, bonsoir Jean-Pierre et tous les autres que je ne vois pas encore. Donc ce soir, exactement. ce soir, on va travailler donc canaliser avec clarté grâce au tarot symbolique. On va déjà, avant de parler de la notion de symbolique et de tarot, on va parler de la notion on va voir d'abord qu'est-ce que le tarot précisément, d'où est-ce que ça vient, quelles sont ses origines et pourquoi justement il y a ce petit truc, j'ai envie de dire, un peu spécial que finalement on va pas trouver sur un jeu de cartes classique. Pique cœur carreau trèfle qu'on va utiliser pour des jeux de cartes comme le poker, le blackjack ou la bataille. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce petit truc-là qui est présent sur le tarot? Et ensuite, après, on verra, tout particulièrement avec quelques cartes que j'ai ici, on travaillera là-dessus et puis voir vraiment un peu comment bien cette notion de symbolisme, elle est présente et qu'est-ce que ça dit derrière et comment ça nous permet de vraiment faire cette connexion. Donc vraiment, on va faire ce travail-là, un travail de démystification, si j'ai envie de dire, dans un certain point. Donc ça va être chouette. On va commencer dans le vif du sujet. Donc le tarot, en fait, la grande question, c'est quelle est l'origine du tarot? Et
c'est une origine qui est véritablement entre, je dirais, on va avoir entre guillemets inconnue, dans le sens où il y a une partie de l'origine du tarot qui nous échappe, véritablement. Il y a on va dire certains, vous pourrez l'entendre ça et là, une information qui, je dirais, est plutôt fausse, qui dirait que le tarot vient de l'Égypte antique, qui a été transmis par les Bohémiens. Et ça, en fait, c'est, on va dire, un joli conte qui a été diffusé au 19e, fin du 19e, début du 20e siècle, dans les grands clubs occultistes, tout particulièrement en France, à Paris. Et donc, on avait tendance à croire que le tarot avait des origines égyptiennes. Dans un sens, comme je vous ai dit, c'est plutôt un conte, c'est plutôt un mythe, et en même temps, il y a une part de vérité. Cependant, si on regarde vraiment de façon historique, qu'est-ce qu'il en est sur le tarot? Voilà. Les premières sources historiques qu'on va retrouver, les premières cartes qui ont été véritablement retrouvées, alors c'est pas encore le tarot en tant que tel, puisqu'on a retrouvé que des brides. C'est ce tarot qu'on a retrouvé, notamment tout particulièrement en Italie, du côté de Milan, avec Philippe Marie Visconti. Donc Visconti, c'était la famille qui était les ducs-duchés de Milan à l'époque. Donc on est au 15e siècle. L'Italie est complètement éclatée en duché, en royaume, par exemple. On avait Venise d'un côté, Pise de l'autre, on avait Florence, Milan, et on a tout ce morcellement de l'Italie, et on a Milan, le duché de Milan, qui finalement est cette région-là, sur lequel eh bien, on retrouve les prémices du tarot. Alors là, on a quelques exemples. Donc, on a retrouvé que 11 atouts sur une soixantaine de cartes connues. Et parmi ces 11 atouts, alors le tarot, on va voir que ces 11 atouts, ça va devenir plus tard les 22 arcanes majeurs. Eh bien, on va retrouver quoi? On va retrouver ici, nous avons le battleur, qu'on va appeler également magicien. Ici, on retrouve le fou. Ici, on va retrouver le pendu, l'arcane sans nom, le diable. Donc, il y a déjà les prémices du tarot. Et ça, c'est vraiment les premières représentations sur carte qui ressemblent à ce qui plus tard a été dit comme le tarot. Donc, on est ici à 1441. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça qui est assez fou avec le tarot, c'est qu'on va retrouver des représentations proches des images du tarot. Par exemple, on a retrouvé, et c'est assez récent, ça date d'il y a une vingtaine d'années, une représentation murale dans une petite église qui apparemment aurait été réalisée par le célèbre peintre Sandro Botticelli et qui, quand on la regarde ici, eh bien, on retrouve une carte du tarot qui est la tempérance. Et clairement, on a un lien très fort, que ce soit avec les deux cruches, avec l'eau qui va de l'une à l'autre, les mouvements des mains. Et Sandro Botticelli, à peu près à cette époque, mais ce qui est intéressant, c'est que sa représentation murale semble, d'un point de vue de la datation, être fait avant qu'il ait pris connaissance du jeu de tarot. Donc, on se rend compte que dans le tarot, il y a des choses qui étaient déjà présentes avant. Le cas le plus étonnant, je trouve, et le plus fort, c'est l'arcane du monde. Alors, l'arcane du monde, je vais vous la montrer ici, avec une représentation un petit peu plus modernisée, très esthétique, très jolie, je l'adore, c'est vraiment une des cartes les plus magnifiques. D'ailleurs, c'est parmi les arcanes majeures, ici, c'est l'arcane, la top du top. Quand vous avez le monde sur un tirage, c'est que, on va dire, toutes les portes sont ouvertes. Et si on regarde cet arcane qu'on va retrouver ici sur les anciennes versions, par exemple là, comme on peut la voir, l'arcane du monde, on retrouve une femme. Alors, on retrouve une femme, on va dire, sur les derniers siècles. Mais avant, comme on peut le voir ici sur la représentation qui est juste avant, qui est un petit peu déchirée, on ne sait pas trop si c'est une femme ou un homme, en fait. Et on va retrouver ici, je vais y revenir après, 4 animaux, on va dire 3 animaux et un ange, un aigle, un ange, un lion et un taureau. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va regarder sur des représentations au travers de différentes églises, que ce soit des églises catholiques, mais pas que, sur des églises orthodoxes ou autres, on va retrouver des représentations qui vont être
très lié à cela. Par exemple, si vous allez, alors moi vous l'avez peut-être entendu, j'ai un accent qui vient plutôt un accent du sud-ouest de la France, même si aujourd'hui je vis vraiment à l'autre côté, à l'autre bout du monde, puisque je vis au Chili et très heureux d'y vivre. En fait, une fois, je m'étais baladé, c'était sur la cathédrale de, je crois que oui, c'était la cathédrale d'Albi. Et la cathédrale d'Albi, sur le plafond, eh bien, j'avais retrouvé, mais sans surprise, j'ai envie de dire, une représentation du Christ, de Jésus-Christ, avec ces fameux 4 symboles qui sont autour. Et quand on regarde, vraiment, on remonte dans le passé, on remonte à la 1000 avant celui-ci, on va retrouver toujours ces mêmes représentations qui sont présentes sur les cartes du tarot. Et alors, ce qui est intéressant, et ça va nous amener au symbolisme après, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça veut dire que dans le tarot, il y a des codes qui sont bien plus anciens. Dans le tarot, il y a caché des enseignements, un savoir que certains appelleront l'ésotérisme. Alors, l'ésotérisme, moi j'aime bien ce mot, même s'il est très dévoyé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'ésotérisme, ça se met en opposition avec ce qu'on va appeler l'exotérisme. L'exotérisme, par exemple, c'est ce qu'on va retrouver sur des enseignements, par exemple sur des enseignements religieux ou lorsque vous lisez un livre de spiritualité. Vous avez une information qu'on vous donne et l'information, c'est, on va dire, la vérité ou du moins une interprétation qui peut être d'une forme de vérité spirituelle. L'ésotérisme, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire que c'est à nous d'aller chercher, à nous d'aller voir ce qui n'est pas dit et aller trouver les messages qui sont cachés derrière une représentation, un texte ou autre. C'est pour ça que certains, par exemple, si on prend la Bible, par exemple, certains vont la prendre de façon littérale. Si on prend, par exemple, alors on pourrait prendre la Bible, la Torah, vraiment, on va prendre les premières pages qui parlent vous connaissez toutes et tous l'histoire de Adam et Ève. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on va les retrouver ici. Tac, 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 tac. Je vous les retrouve avec une carte du tarot. Ici, les amoureux. Donc ici, on retrouve quoi? On retrouve Adam et Ève avec le serpent, avec la pomme, l'arbre de la connaissance, et donc la fameuse histoire où le serpent tente Ève, Ève qui donne la pomme à Adam, Adam qui mange la pomme, Dieu qui n'est pas content et qui les amène sur terre. Ça, on peut le prendre de façon littérale en se disant, ben, finalement, le monde a été créé comme ça et l'homme est arrivé sur terre comme cela. Mais on peut le prendre également sous un autre aspect, qui est de dire comment est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que ça dit, ce mythe-là? On parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, on parle des premiers êtres humains qui ont fait, du moins selon un récit mythologique, qui ont fait un choix et qui se retrouvent sur le monde terrestre pour vivre l'expérience du bien et du mal. Donc ça nous parle de différentes choses. Ça nous parle du choix, ça nous parle du bien et du mal, ça nous parle de la vie en particulier, puisque finalement, ça a amené à cette confrontation avec la vie, la mort, avec les difficultés, avec la souffrance. Et finalement, toutes ces expériences-là qui amènent la connaissance, on en revient avec le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour en revenir à ce dont je parlais du mot ésotérisme, ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement, l'ésotérisme, c'est cette façon de voir un texte, de voir un mythe, de voir une représentation, de voir une carte et d'aller chercher un sens caché derrière. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Vous me dites. Ça a l'air clair. On va attendre dans le chat. Oui, c'est clair. Ok, parfait, parfait. Et ici, maintenant, je vais vous parler rapidement de psychologie. On a un des grands noms de la psychologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est Carl Gustav Jung. Et Carl Jung, justement, travaillait beaucoup avec les rêves, il travaillait beaucoup avec les symboles. Et pour lui, il y avait vraiment cette idée que tout ce matériel, toutes ces représentations-là, sont un moyen pour justement arriver à mieux se connaître,
à se confronter à ces symboles-là, se confronter à ces mythes, se confronter à, ces représentations, se confronter à l'art, par exemple, et voir comment ça nous parle et qu'est-ce que ça fait ressortir en nous. On va prendre, par exemple, si on prend l'art, typiquement, on va reprendre, tiens, notre ami, Sandro Botticelli, juste avant. Donc on a une carte du tarot. Mais si on prend juste l'œuvre de Sandro Botticelli, qui représente la tempérance, eh bien, cette œuvre, si on la regarde d'un point de vue artistique, on a un artiste qui a voulu représenter quelque chose, qui a voulu représenter cette fameuse tempérance, qui a voulu représenter le sens de celui-ci. Mais lorsqu'on va voir cette œuvre, on va chercher à savoir ou pas ce que veut dire le peintre, l'auteur de cette œuvre, mais aussi au-delà de ça, c'est surtout comment ça va résonner à l'intérieur de nous, comment ça va nous parler, qu'est-ce que ça va faire vibrer à l'intérieur de nous. Lorsque je vais regarder la nuit étoilée, par exemple, le tableau La nuit étoilée, lorsque je vais regarder, si on reprend de nouveau Botticelli, donc La nuit étoilée de Van Gogh, si je reprends Botticelli, la Vénus, la naissance de Vénus, lorsque je vais regarder, je ne sais pas, n'importe quelle peinture de Léonard de Vinci, par exemple, bon, la plus connue, la Joconde et bien d'autres. Lorsque je vais regarder un tableau, par exemple, de Dali, comme les montres molles ou autres, quel que soit le type d'art, ou même une sculpture, par exemple, eh bien, il va y avoir le message, il va y avoir ce qu'a voulu représenter le peintre, mais aussi comment ça va résonner en moi. Et comment ça va résonner en moi? Ça va résonner au travers de mon inconscient, de mon côté psychique, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, ou plus je dirais plutôt, et aussi, ça va nous faire une résonance avec la part spirituelle de notre être. C'est aussi pour ça qu'on a si besoin de l'art. Et l'art nous amène à nous connecter à une part de nous-mêmes qui est une part qui dépasse ce côté, on va dire, plus pratico-pratique, plus matériel, et qui nous amène à avoir parfois des intuitions, des flashs, des méditations ou des messages qu'on n'aurait jamais eus si on ne s'était pas confronté à ça. Par exemple, là, on a cette fameuse tempérance, cette femme qui est en train de mettre de l'eau d'une cruche à l'autre. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces deux cruches? Qu'est-ce que ça évoque, cette eau? C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça résonne en vous, le fait d'avoir ces deux vases? On pourrait parler d'équilibre. Si on parle de l'eau, on peut parler des émotions. On peut parler également de cette femme, on peut parler de la féminité, on peut parler de douceur, on peut parler aussi d'un côté consciencieux. Mais à chacun et chacune d'entre nous, cette représentation va nous parler. Et là, ici, j'ai parlé que de quelques éléments en particulier, mais on pourrait parler également, il peut aussi y avoir certains d'entre vous qui vont avoir des échos au travers des couleurs. Le couleur, par exemple, on peut parler de ce blanc, de cette lumière derrière, du côté obscur qui est un peu plus en bas, de la couleur rouge qui est un petit peu délavée ici, mais qui va nous résonner à nous. Et pour en revenir au tarot, c'est ça qui est génial, c'est que on va avoir donc ces images, et ces images vont résonner avec nous. Et pour reprendre le monde, pour revenir aux origines du tarot, donc on a le monde et on a ces 4 personnages, je dirais, qui sont autour du monde. Je vais vous la remontrer ici. Donc ici, on a, et là vous allez voir, là ça va devenir vraiment intéressant. Ici, vous avez un aigle, un ange, un taureau et un lion. Donc, si on regarde le côté chrétien, je ne dis pas catholique, je dis le côté chrétien, c'est-à-dire l'intégralité des représentations et significations de religion chrétienne sur cela. On pourrait dire, ben, on a Jésus au milieu, donc là, ici, bon, on n'a pas Jésus, mais si on regarde dans les anciennes, on va retrouver Jésus, par exemple ici, là, c'est assez clair. Et les 4 représentations qu'on va voir, on va les voir. Si vous allez dans des églises, vous allez souvent le voir, ça. Par exemple, si vous êtes sur la porte d'entrée d'une église, vous allez retrouver de temps en temps. Vous me direz et vous ferez l'expérience. Et ou même à l'intérieur, comme j'avais dit, à la cathédrale d'Albi. Et vous avez donc
ces personnages qui ont une espèce de livre. Et en fait, selon la religion, selon le christianisme, ces 4 personnages représentent les 4 évangélistes, Luc, Jean, Marc et Matthieu. Et alors très sincèrement, je me rappelle plus, qui correspond à quoi. Cependant, si on va plus loin, ces 4 représentations-là, elles ont un nom. Et ce nom, c'est le tétramorphe. Tétramorphe qui, si on regarde dans l'Ancien Testament, on va retrouver également une représentation avec un personnage qui, justement, a les apparences de ces 4, a des aspects de ces 4 personnages, que sont donc les ailes de l'ange, la tête du lion, l'aile de l'aigle et le corps du taureau. Mais aussi, et là, c'est là qu'on va s'amuser, si on reprend ici, on peut regarder ici, et si vous connaissez l'astrologie, si vous êtes intéressé à l'astrologie, qui est une autre approche, eh bien ici, on va voir quoi? On va retrouver 4 signes qui sont des signes qui justement sont reliés à des positions en astrologie. Alors, je ne suis pas un expert d'astrologie, ma femme l'est, mais 4 positions qui sont fixes, de 4 constellations fixes de l'astrologie. Et ces 4 constellations sont quoi? Sont le lion, le taureau, le verseau, et si l'aigle représente le scorpion. Alors, bon, il y a toute une interprétation symbolique derrière le fait que l'aigle devient le scorpion. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aigle, c'est la version, on va dire, évoluée. Et en fait, la version qui est dans la part spirituelle. Et cette part spirituelle, quand elle redescend sur la terre et qu'elle va sur la partie la plus, on va dire, la plus bestiale, la plus animale de notre être, eh bien, elle est représentée par le scorpion qui est un signe d'eau. Donc voilà un petit peu, sans rentrer dans les détails. Et pourquoi je vous parle d'astrologie? Parce que justement, ces fameux signes, ces fameuses, donc on le retrouve dans l'astrologie, ces constellations-là, donc c'est bien plus vieux que la naissance du christianisme, ça sort de là. Là, on est en train de vraiment aller plutôt sur l'Antiquité gréco-romaine, mais on peut encore remonter plus loin et on en vient à nos fameux Égyptiens au-dessus, qui justement utilisaient ces fameuses 4 constellations pour positionner certaines des pyramides d'Égypte. Donc, on remarque qu'il y a une correspondance qui est faite entre notamment les pyramides de Gizeh et justement ces 4 constellations. Donc, vous voyez, c'est ça qui est super passionnant en fait sur le tarot, c'est qu'on va retrouver des échos, des résonances qui vont être faites avec des savoirs anciens qui ont été véhiculés au travers de différents enseignements, que ce soit au travers d'enseignements sur des enseignements religieux, comme par exemple avec le christianisme, ou sur des enseignements qui vont être de l'ordre des croyances plus anciennes, comme par exemple les mythologies grecques, les mythologies romaines, et jusque justement l'Égypte antique. Voilà vraiment pour faire le lien. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort. Est-ce que c'est clair déjà pour vous? Est-ce que ça Pour fait écho pour l'instant, vous? pour l'instant, ça a l'air clair, il n'y a pas de questions. Bon, tant mieux. Impec. Et donc, on va continuer maintenant et pour en venir vraiment sur à quel moment le tarot tel que, on va dire, on le connaît, il a été créé. Donc, on voit qu'il a été créé par d'autres choses qui ont été des inspirations en amont. C'est donc la seconde moitié du 15e siècle où on a retrouvé 67 cartes existantes et 22 atouts sur l'intégralité des cartes du tarot. Et là, vraiment, on est sur une version qui est très proche de la version définitive. En fait, c'est la version définitive du tarot, qui est une version qui est toujours la même. En fait, le tarot, il a vraiment cette spécificité. On pourrait dire, mais est-ce qu'il y a un vrai ou un faux tarot? Par exemple, on a tendance à se dire, le tarot de Marseille, c'est le vrai tarot. C'est pas vrai. C'est que c'est un tarot parmi tant d'autres. Et juste un tarot, la différence entre un tarot et un oracle, parce que ça, c'est des questions qu'on me pose parfois, quelle est la différence véritable entre un tarot et un oracle? Un tarot, il y a vraiment des codes précis. Sur un tarot, vous allez avoir ce qu'on appelle 22 arcanes majeurs, donc 22 cartes qui sont vraiment indépendantes, qui vont de la carte numéro 1
à la carte numéro 21, sont souvent numérotées, et une carte qui soit est appelée la carte 0 ou la carte 22, ou qui dans d'autres tarots n'a pas de nom, qui est la carte du fou. Et ensuite, donc ça c'est les arcanes majeures, vous avez les arcanes mineures, et les arcanes mineures c'est beaucoup plus proche, si on prend toutes les arcanes mineures, c'est beaucoup plus proche du jeu de cartes classique que l'on connaît, pique, cœur, carreau, trèfle, sauf qu'on va rajouter une figure complémentaire, et au lieu d'avoir les familles pique, cœur, carreau, trèfle, on aura les familles d'épée, de coupe, de bâton et de denier, ou certains l'appelleront dans notre jeu pentacle. Parfois, ça peut changer les familles, mais généralement, on va avoir ces familles-là. Et donc, on va retrouver les cartes qui vont aller de l'As jusqu'à la carte numéro 10. Et après, on va avoir les figures où on va avoir donc le valet, ou du moins l'équivalent du valet, la reine et le roi. Et entre le valet et la reine, eh bien, on va avoir une autre carte qui va être le cavalier. Donc, par exemple, le cavalier, ici, on voit, il me semble que c'est le cavalier de bâton, ici. Voilà pour l'explication. Et donc, où est-ce qu'on a retrouvé ce premier jeu de tarot? On l'a retrouvé donc toujours à Milan. Visconti Sforza, donc c'est la famille, le duc, je vous avais dit qu'à Milan, donc c'était un duché. Le duc de Milan, le duc Visconti, a organisé donc un mariage avec entre sa fille et un grand général très connu du duché de Milan qui s'appelle Ludovico Sforza. Et de ce mariage-là est donc née la famille Visconti Sforza. Et pour fêter les 10 ans de mariage des deux, de Béatrice Visconti, me semble, et Ludovico Sforza, ils ont créé un jeu de tarot en hommage, qui est donc le premier jeu de tarot. Et vous pouvez retrouver ce jeu qui s'appelle le Visconti Sforza, donc qui est le premier jeu connu. Je l'ai ici, vous voyez. Et alors là, je vous ai mis que les majeurs, j'ai les mineurs pas loin. Et alors, ce qui est intéressant, ce qui est très rigolo, c'est que sur les représentations, je vais vous en montrer quelques-unes. Voyez, si on reprend les amoureux, par exemple, on retrouve souvent ces deux personnages. Et en fait, ces deux personnages sont le duc et la duchesse de Milan. Et on trouve d'autres personnages qui correspondent à la famille, à cette grande famille. Et donc, à l'époque, pourquoi était commandé ce jeu de tarot? Eh bien, il y avait vraiment le jeu de cartes, c'était vraiment développé beaucoup sur ces différentiels. Le jeu était présent déjà depuis l'Antiquité. Et donc, le jeu de cartes était très en vogue. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a quand même des codes et il y a quand même des messages qui restent cachés sur les cartes. Vous voyez, là, on voit notre fameuse tempérance. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur le premier tarot et on voit que la tempérance telle qu'elle est là, elle est un peu différente de celle qu'avait créée Botticelli, qui après a été développée sur d'autres tarots, mais pas inspirée de Botticelli. C'est ça qui est assez fou. Donc voilà, attendez, je reviens là. Je vous en montrer quelques-unes. Là, on a la force qui a évolué. Et alors voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Celle-là, j'aime beaucoup cette carte, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, on ne le voit pas ici, mais vous avez des petits papiers. Alors on a la fortune au milieu, la fortune qui, aujourd'hui sur le sens moderne, on dit avoir la fortune, c'est connaître la richesse. La fortune, fortuna, sur l'étymologie, on va dire, romaine, latine, ça veut dire, c'est plutôt la chance. Et donc là, on a la chance aveugle au milieu. Et certains vont connaître la chance et d'autres non. Et là, il est écrit ici « Je règne », donc sur ce personnage-là. Celui-là qui est ascendant sur la roue, on a marqué « Je régnerai ». Et celui-là, il y a marqué « J'ai régné ». Et celui-là, il y a marqué « Je n'ai jamais régné ». Et sur ça, c'est assez intéressant sur cette carte-là. Et cette carte, encore une fois, si on prend cette notion de roue, cette notion de destin, cette notion aussi qui est liée à la non-maîtrise de choses qui nous dépassent, en d'autres termes, ce qu'on va appeler la chance. Après, on croit à la chance ou pas. On se dit,
moi j'aime bien dire, ce sont des forces que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Et on va retrouver ces roues, donc dans différentes, enseignements, dans différentes représentations. Mais ce qui est fou, c'est que la roue, les cycles, on le retrouvera également sur d'autres spiritualités, comme par exemple les spiritualités orientales. Si on prend par exemple le bouddhisme, on a des roues, alors pour des cycles, pour parler des cycles de vie, mais on va retrouver, en Asie aussi, enfin en Asie, je parlais pardon, pensez plutôt en Chine et dans d'autres coins de l'Asie, on va retrouver cette roue. Alors que là, ici, on est vraiment en Occident, on est vraiment sur l'Europe occidentale, avec donc l'époque du Moyen Âge, de la Renaissance, mais aussi à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine. Donc c'est vraiment ça qui est génial sur le tarot et qu'on va retrouver ces codes, et c'est ce qu'avait compris Jung. Il s'est dit, mais voilà, en fait, dans le tarot, il y a des codes que l'on va retrouver dans différentes civilisations et qui sont finalement universels. Et s'ils sont là, s'ils sont présents, et je vais vous en sortir deux autres cartes qui vont dans ce sens. On va reprendre les Visconti Sforza. Attendez que je trouve l'autre. Qu'on va retrouver dans ces différentes civilisations, dans les différentes croyances, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, vous voyez, je vous en ai mis deux, qui sont le soleil et la lune. Et le soleil et la lune, vous regardez dans plein de peuples, vous regardez, par exemple, ici au Chili, il y a, on a encore des peuples indigènes qui sont présents, donc les sources de leurs croyances. Et sur les sources de leurs croyances, on va retrouver des divinités qui sont dédiées au soleil, qui sont dédiés à la lune. On peut le retrouver dans des croyances de peuples en Afrique. On va le retrouver également en Europe, sur différents cultes antiques, en Mésopotamie et autres. On va le retrouver en Asie. Bref, on le retrouve aux quatre coins du monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ça qui fait toute la beauté, j'ai envie de dire, et toute la subtilité du tarot. Voilà donc pour, on va dire, pour la partie plus historique. Et pour finir, donc je vous avais dit que le tarot historique, et pas que, puisque vraiment on est allé dans le vif du sujet sur la partie symbolique. Je vous avais parlé du tarot de Marseille. En fait, le tarot de Marseille est beaucoup plus récent que le Visconti Sforza. Donc si on prend le Visconti Sforza du XVe siècle, et le tarot de Marseille, les prémices, les premières apparitions du tarot dit de Marseille. Pourquoi de Marseille? Parce qu'il a été retrouvé plutôt du côté de Marseille. Ça, c'est quoi? C'est le XVIIe, XVIIIe siècle. Alors c'est celui qui s'est le plus popularisé. Et après, au début du Oui, XXe siècle, oui, c'est le plus connu, le tarot de Marseille. tout à fait, tout à fait. Ouais. Et le second plus connu, que vous pouvez voir juste derrière moi, qui est vraiment récent, qui a à peine plus d'un siècle, c'est le tarot Rider-Waite-Smith. Vous avez peut-être vu ces représentations-là. Je ne sais pas si elles te parlent, si tu les avais vues, celles-là, ce type J'ai de tarot. déjà vu, mais après, ce que j'ai vraiment le plus vu, c'est le tarot de Marseille, mais ça me dit quelque C'est chose quand Marseille. même. Oui, Ouais. Alors là, sur Marseille, tu vois, par exemple, différent, ouais. je vous ai mis l'évolution des cartes Ah progressivement. oui, oui. Donc ça, c'est intéressant de vraiment du tout début. Alors on peut voir, c'est Ah marrant, sur certaines maintenant, interprétations, ils ont inversé, progressivement les couleurs ont évolué, c'est le, vrai. mmh, la définition est différente. Et voyez, par exemple, tu vois, par exemple, celle-là, entre guillemets, elle est mieux dessinée, mais elle est très pauvre. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une représentation de la papesse, qui est la sacerdote, diront certains aussi, qui est avec différentes couleurs. On a du vert, on a du rouge, bon, bref, on a plein de couleurs. Et ici, en fait, si on regarde cette version du tarot de Marseille, qu'on va Il y retrouver a moins assez de souvent couleurs. aujourd'hui, il y a peu de couleurs, tu as vu? Oui, C'est, c'est vrai. et en fait, C'est tu plus regardes toutes vif en les. couleurs. On voit mieux, mais il y a moins de couleurs. Exactement. Et tu regardes toutes les cartes de ce tarot-là, tu vas toujours avoir ces mêmes jeux de couleurs très limités. Et en fait, D'accord. pourquoi? Parce que pour justement faire des économies à l'époque, des économies d'encre, au travers des impressions du tarot, eh bien, ils ont limité vraiment à des couleurs très basiques, quoi. Donc, on a couleur peau, rouge, bleu, jaune Bleu, vif et blanc. noir, Ouais, blanc. d'accord. Et ça, en fait, c'est des petits détails, vous voyez, mais
qui ont du sens parce que si je travaille avec cette carte-là, par exemple, ouais, celle-ci, ou que je travaille avec celle-là, ben, je ne vais pas avoir la même résonance en moi. Le rouge, surtout si les couleurs sont importantes pour moi, ça va pas avoir la même effet sur moi que sur du bleu, par exemple. Par exemple, moi, si je regarde cette carte, je la trouve très triste. Elle ne me parle pas beaucoup. Celle-là, par exemple, elle me donne plus d'énergie parce que justement, les coloris amènent à ça. Donc, c'est là où vraiment on rentre dans le détail. Et la question que tu vois, tu pourrais me poser, qu'on pourrait se poser, c'est quel est le meilleur jeu? Moi, c'est vraiment une question qui m'a obsédé pendant des années. C'est quel est le meilleur jeu de tarot à utiliser? Et je vais venir après, je vais revenir sur l'autre tarot dont je vous ai parlé juste avant. Tac. Mais avant, je vais vous montrer 3 versions d'une même carte sur 3 tarots différents. Hop. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la roue de fortune. Donc, on avait vu Visconti Sforza. Tac, tac. Qui finalement, Visconti Sforza, qui est le premier tarot, mais qui, on va dire, en termes de symbole, est le plus, j'ai envie de dire, le plus pauvre, parce qu'il est plus basique. On va trouver ici la version de Marseille. Donc là, elle est plus colorée, cette version. C'est une autre édition. C'est l'édition K-, où on retrouve un peu les couleurs qu'on avait perdues. OK. Et donc, vous voyez déjà, les personnages ont été remplacés par on va dire des personnages un peu bizarres, une espèce d'homme singe. Déjà, on a 3 personnages au lieu de 4. On ne voit plus la dame aveugle au milieu. Donc ça, c'est intéressant. On perd ce symbole-là. Mais en même temps, on a d'autres choses à côté. On voit de l'eau en bas. Ici, on a une version améliorée, embellie du ce qu'on a appelé le Rider-Waite. Alors ça, c'est intéressant parce qu'ici, on a 4 lettres. T, A, O, R. Ce qui nous fait tarot et qui tourne. Alors, je fais moi parce que je n'ai pas le reflet. Voilà, comme ça sera mieux. Donc là, ici, on trouve tarot. Mais si je le lis à l'envers, je peux aussi lire Torah. Donc la fameuse Torah, donc le livre Ah sacré oui! des Juifs. Intéressant, hein? Et si on va plus loin sur cette carte-là, et vous comprendrez pourquoi je vais revenir sur celle-là, ici, on a le nom de Dieu, le nom imprononçable de Dieu en alphabet hébraïque. Donc il y a tout un truc qui est aussi lié à ça, qui est très spirituel aussi. Et si on va encore plus loin ici, vous allez retrouver donc des éléments alchimiques qui sont le soufre, le mercure, le sel, et ici on a le signe du Verseau. On peut rien à voir, mais ça a du sens aussi. Le soufre, le mercure, le sel, donc qui sont des éléments primordiaux en alchimie. Si on va encore plus loin dans cette carte-là, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Le lion, le taureau, l'ange et l'aigle. On retrouve les fameux 4 qu'on avait sur le contour du monde. Donc on voit que sur cette carte-là, en fait, on a plein de symboles qui veulent nous parler. Et on va en prendre une dernière, qui est un tarot, il s'appelle le tarot de la Golden Dawn. Ça, c'est un tarot qui est très lié. Alors certains connaissent un personnage un peu sulfureux qui s'appelle Aleister Crowley. Et ici, en fait, on va retrouver les lettres tarot. On va retrouver donc les fameux symboles alchimiques. Par contre, on retrouve des épées. On retrouve ici la planète de Jupiter. Et dans chacune de ces cartes-là, de ce style-là, on retrouvera, et c'est pour ça que je parlais de constellation, on retrouvera souvent, et je ne la vois pas ici, ça doit être peut-être le Verseau ici, on trouve souvent une constellation, un signe zodiacal. Donc la question maintenant que j'ai envie de vous poser, c'est parmi les 4 qu'on a ici, hop là, quelle est celle que l'on doit utiliser? Quelle est la meilleure? Quelle est celle qui va être la plus juste? Quelle est celle qui va nous permettre de nous connecter le mieux avec à canaliser, puisqu'on est là sur la canalisation, mais à nous connecter à l'invisible? C'est laquelle parmi les 4? Laquelle des versions? Qu'est-ce que tu dirais, toi? La deuxième. La deuxième, c'est-à-dire Marseilla? Non, Ou celle-là? la plus grande. Celle-là? Non,
Oui, celle-là. Celle-là. Ok, J'aurais dit celle-là, je ne sais intéressant. pas pourquoi. Ben, c'est intéressant parce que c'est ce que tu sens. Oui, Et c'est vraiment ce qui se passe avec le tarot. J'aurais pu vous en montrer d'autres. J'en ai plus d'une dizaine de tarots différents. Heu, En fait, pour chacun, ça va être différent et pour chacun, oui, chacun va trouver ce qui va résonner avec lui et ce qui va être intéressant, c'est, non pas quelle carte sera la meilleure, mais comment je vais parler, comment je vais raisonner avec cette carte. Tu vois, par exemple, si je tire cette carte-là, OK? Et si je tire cette carte-là, eh bien, ces 2 cartes, quand je vais les tirer, on a toujours le sens de la roue de fortune, du hasard, du fait de ne pas contrôler les choses, du fait que les choses peuvent changer, de cette roue de mouvement. Sauf que les messages que j'aurai avec cette carte-là seront différents de celle-là. Et au moment où je vais tirer cette carte-là, ce jeu-là, eh bien, c'est le message que j'aurai reçu avec cette carte et ces symboles-là qui sera le plus juste pour moi. Et forcément, la même chose lorsque je tirerai ce jeu-là avec ces cartes-là. Mais ce qui est clé pour d'accord. vous, c'est vraiment Et de voir oui? et comment bien interpréter les messages qui nous délivrent les cartes? Alors ça, on va y venir et justement, ça va être un lien avec D'accord. l'atelier qu'on va faire dont on va parler tout à l'heure. Justement, D'accord. il y a plusieurs choses, en fait. C'est que il y a les symboles très détaillés. Vous voyez, par exemple, celle-ci qui est très complexe à interpréter. Alors, c'est pas la plus complexe. Les plus complexes, c'est celle-ci. Ça, c'est un tarot que j'avais acheté de mémoire en 98, me semble-t-il, 97-98. Et quand je l'avais acheté, je l'avais adoré. J'avais essayé de le tirer, mais très honnêtement, je captais que dalle. Voyez, vous vous souvenez de la carte du monde avec la femme, avec les trucs autour, cette carte-là. Eh bien, ça, c'est la même représentation. C'est la même carte. Sauf que, comme on peut le voir ici, elle dit absolument autre chose. Le symbole, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, ce tarot-là, j'étais incapable de l'interpréter correctement. Vous voyez, par exemple, si je la regarde là, je vois le symbole de Saturne qui est en haut. Je vois le signe du taureau ici. Ici, ça représente un peu le signe du lion, mais c'est pas tout à fait ça. On a une représentation de l'univers, du chaos primordial. Bah, là, ici, aujourd'hui, je sais l'interpréter, cette carte. Je sais que, par exemple, Saturne, ici, ça va me faire penser au plomb des alchimistes, donc qui est la matière première, qui est le début des choses. Donc, je vais l'interpréter différemment. Et, mais en même temps, ça, c'est vraiment, là, on est vraiment sur du détail, sur vraiment un travail très avancé. Mais en même temps, si je prends sur les bases, tu vois, on va revenir sur Marseille, que je connais déjà les fondamentaux du tarot, Com je sais quoi? Que si je prends la même carte, le monde, et que j'ai cette carte-là sur un tirage, eh bien, c'est de bon augure. C'est que toutes les forces de l'invisible, elles sont là pour m'aider. C'est que, par exemple, si je veux prendre un choix et que j'ai le monde qui sort, eh bien, que je suis sur la bonne voie. Donc, il y a vraiment les principes de base et en même temps, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, quand je connais les symboles un peu avancés, comme par exemple ces 4 fameux, signes qui peuvent être liés aux 4 éléments que sont l'eau, l'air, la terre et le feu, eh bien, si j'ai cette carte-là, je peux dire: «Beh, tout est OK, mais il faut quand même que j'équilibre un peu tout». Donc c'est là où on peut avoir, ça, cette subtilité-là qu'on va avoir progressivement. Et pour répondre à la question de Vanina, c'est le tarot de la Golden Dawn. Je vais te le sortir. Tuc. Là. J'en ai d'autres encore là. J'ai même le tarot de Botticelli. Voilà, le Golden Dawn, c'est celui-ci. Voilà. Ah non, c'est même pas Golden Dawn, c'est Hermetic Tarot. Mais qui est fait, voilà, qui a marqué le travail, alors je vous le traduis en français, le travail ésotérique de la Golden Dawn. Donc voilà, c'est celui-là, le tarot hermétique. Donc super. ça, c'est celui qui est en blanc et noir. Là, vous voyez, je vous en ai sorti un autre les symboles sont très différents. On retrouve la tempérance. Vous la reconnaissez, cette femme avait les 2 cruches. Sauf que la cruche, elle est posée par terre. Donc,
C'est intéressant. Ça veut dire autre chose. La Terre, donc là, on est connecté au sol. Et donc, ça veut dire peut-être aussi s'ancrer émotionnellement. Donc là, lorsque je vais prendre la tempérance sur cette carte-là, sur ce jeu-là, eh bien, ça me dira autre chose. Donc, c'est ça qui est vraiment passionnant. Et à chaque fois que je vais tirer un tarot, la clé, c'est pas de tout savoir. En fait, c'est pas important. La clé, c'est d'avoir les points fondamentaux d'un tarot. Par exemple, ici, j'ai la force. La force, c'est quoi? C'est une femme qui semble être douce, qui a une couleur blanche, donc qui est lumineuse. La lumière est un symbole infini au-dessus. Donc ça, infini, il y a vraiment un aspect spirituel, connexion invisible. Et en même temps, elle arrive à dominer la force brute. Donc moi, souvent, quand je vois la force, c'est cette force intérieure qui est plus une force plus douce, qui nous permet de contrôler de contrôler les éléments, de se dépasser. Et c'est pas une force brutale, c'est une force intérieure, par exemple. Et ça, vous voyez, ça c'est le code, c'est une des interprétations de base de cette carte, mais après on peut voir plein d'autres choses encore. Et ça va vraiment dépendre de sujets. Par exemple, si à un moment donné je suis dans une lutte par rapport à un sujet professionnel qui est difficile, avec beaucoup de difficultés, eh bien je vais tirer cette carte-là et je vois le lion. Et le lion, ben, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a du sens, mais là, au moment où je suis dans cette difficulté-là, et lorsque je vois le lion, de suite, bam, ça me dit quoi? Ça me fait penser à ces difficultés. J'ai l'impression que ces difficultés, c'est le lion. Je le vois. Je vois les difficultés qui sont incarnées par ce lion-là. Et là, ça me dit, Nico, ok, tu as des difficultés, mais tu as cette force intérieure et tu peux arriver à dépasser cela. Un autre jour, je vais retirer exactement la même carte et je vais être dans une énergie plutôt basse. Je vais être un peu triste, un peu déprimé. Et peut-être ça va me dire, puise à l'intérieur de toi et va chercher le lion qui est caché à l'intérieur de toi. Cette force Ah intérieure. oui, d'accord, d'accord. C'est intéressant, tu vois, tu as 2 fois la même carte, le même symbole, et c'est ça la force du symbolisme, c'est le même symbole te parlera différemment. Mais en même temps, il y a quand même des codes, et ça on en parlera plus en détail, je vais en reparler un petit peu après sur l'atelier. Oui. C'est vraiment nécessaire de connaître ces codes fondamentaux. Et après, petit à petit, on va aller en profondeur. Et donc, pour vous montrer le tarot de le Rider Waite Smith, donc ça, c'est un tarot qui a été développé par un grand ésotériste du début du XXe siècle, un Français, qui avait un très gros mouvement en France, tout particulièrement à Paris, sur les cercles intellectuels parisiens, fin du 19e, début du 20e siècle, autour de l'ésotérisme, de l'alchimie, de toutes ces pratiques-là, de tous les savoirs qui ont été retrouvés depuis la connaissance. Et donc, Arthur White a été à l'initiative de ce tarot. Les dessins sont de Pamela Coleman Smith. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle a mis des détails personnels. Et pourquoi il s'appelle Rider Waite Smith? Parce que l'éditeur s'appelait Rider. Donc, parfois, vous verrez le tarot Rider Waite ou le tarot White Smith ou Rider Waite Smith. Et c'est celui qui est juste derrière moi. Moi, j'utilise cette version qui est la version mini. Et alors, un tarot que je tire beaucoup, que j'adore, que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous le ressortir. Voilà, c'est celui tout à l'heure que je vous ai montré à multiples reprises. Vous voyez celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, ce tarot, il s'appelle le Golden Heart Nouveau. Il est très très récent. Il date d'il y a 3 ans, de 2019, je crois, de mémoire. Et en fait, c'est une version modernisée, embellie du Rider Waite Smith. Voilà, par exemple, donc là, vous avez la lune. Je vais prendre l'ermite aussi, c'est sympa, moi j'aime bien l'ermite. Alors, ce qui est marrant, vous voyez, par exemple, l'ermite que je vais vous montrer, c'était une de mes cartes préférées. Et aujourd'hui, c'est plus ma carte préférée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des cartes. Alors, vous voyez là, le détail comme il est.
Par exemple, cette carte est intéressante, elle parle de connaissance, elle parle de repli sur soi, elle parle de lumière intérieure, elle parle de la neige aussi, du froid, d'une saison en particulier, de ce que résonne cette saison, qui est une saison de repli justement sur soi. Et donc cette carte-là, l'ermite était une de mes cartes préférées, même ma carte préférée pendant quelques temps. Et ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Et pourquoi je vous dis cette petite anecdote personnelle? Parce qu'en fait, vous allez voir que lorsque vous vous intéressez au tarot, vous allez avoir des cartes qui vont résonner avec vous. Et de temps en temps, ça va bouger. Pourquoi? Parce que vous évoluez, vous changez, votre relation à vous-même, au monde, à la vie est différente. Et c'est intéressant parce que du coup, vous dire, ben, ok, cette carte, c'est ma carte préférée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'appelle? Qu'est-ce qu'elle me dit? Là, je vous ai mis deux cartes, alors, des cartes sur les arcades mineures. Là, je vous ai montré que les 22 majeures qui sont les fondamentales. Là, on est sur les arcades mineures. Par exemple, ici, c'est le 2 de bâton. 2 de bâton, hein, j'adore cette carte. Donc, le bâton, c'est lié à un élément qui est un élément de feu, qui est lié à la force intérieure, qui est au désir, à l'impulsion. Et là, ici, le 2, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a un homme, moi j'ai l'impression d'imaginer toujours Christophe Colomb, qui apprête à voyager. Et les 2 bâtons, c'est cette différence entre mon rêve, mon désir et la réalité qui se trouve de l'autre côté de l'océan. Et j'aime beaucoup cette carte-là, parce qu'elle appelle justement au voyage, elle appelle à l'exploration, et en même temps, elle rappelle qu'elle nous invite à réaliser nos rêves, réaliser nos idées, réaliser nos envies, et en même temps, elle nous rappelle que la réalité sera différente. Elle ne sera pas moins bien, elle sera différente. Et voir peut-être, comme ça a été le cas avec Christophe Colomb qui s'attendait à voir les Indes, elle sera peut-être totalement différente. Et donc voilà, ça c'est le Golden Heart nouveau, celui-ci, que j'aime beaucoup et que j'utiliserai beaucoup avec le Rider White. En fait, on va vraiment travailler dessus pendant l'atelier. Pourquoi? Ah, Justement, ouais, non, vas-y, continue et après je dévierai sur l'atelier pour donner la date. ça marche. Pourquoi? En fait, on va travailler sur celui-ci pour la simple et bonne raison que ce sont que c'est un tarot qui est très, très riche en sens. Comme vous avez pu le voir, il y a, je vous la remets parce que je la trouve vraiment chouette, la roue de fortune. Hop. Cette carte-là, vous voyez, je vous l'avais montré, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette carte. Et en même temps, rien que, contrairement à la version magnifique, j'en suis d'accord, du tarot hermétique, bah, le tarot hermétique, il est vraiment sur le sens littéral du terme, il est un peu hermétique. C'est-à-dire qu'on est un peu perdu face à cette carte. Alors que quand on a cette carte-là, on peut déjà commencer à l'interpréter, quand on a les fondamentaux, les symboles, et en plus de pouvoir l'interpréter à les symboles, on peut toujours aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, et trouver de la profondeur. Et à chaque fois qu'on va la tirer, c'est pas parce que je vais la tirer, par exemple, aujourd'hui, vous ne connaissez pas le symbole, et après l'atelier, par exemple, eh bien, vous avez les principes fondamentaux, et vous allez dire, bon, mais voilà, je vais tirer, allez, le pendu, je tire le pendu, ok, j'ai l'interprétation, j'ai le sens. Ah mais mince, mais je suis en train de perdre des choses, peut-être que j'ai perdu, peut-être que je ne vois pas toutes les subtilités qu'il y a dans cette carte, comme le disait Nicolas. Mais en fait, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, au moment où vous allez la tirer, au moment où vous allez travailler, elle va vous apporter le message dont vous avez besoin. Et plus vous allez avancer dans le tarot, plus vous allez monter en compétence, monter en subtilité. Et plus les messages seront clairs, précis et détaillés. Donc, c'est ça qui est chouette. Et enfin, dernier point, donc, oui. Et on peut trouver toutes les réponses à nos questions dans les cartes du tarot? Tu vas trouver les réponses. Alors, j'ai envie de te dire oui, mais. C'est-à-dire que tu vas trouver toutes. Tu peux trouver. Alors, que je le formule bien. Il y a plusieurs choses. Déjà, la partie perception de l'avenir. Si tu tires le tarot, alors moi, c'est vraiment pas du tout mon truc, hein, comme je le précise, je le redis ici.
ma façon de tirer le tarot n'est pas pour savoir est-ce que, par exemple, il va se passer ça ou ça dans ma vie. Par contre, je suis D'accord. face à une peur d'un futur incertain et j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle est la décision que je dois prendre, est-ce que je suis sur la juste voie? Et là, le tarot va donner des réponses. Là, le tarot va dire, OK, Nico, si tu prends ce choix-là, eh bien, ça t'amènera plutôt dans cette direction. Si tu prends ce choix-là, ça va t'amener plutôt dans cette direction-là qui n'est pas forcément positive pour toi. Et ce qui va être intéressant, c'est que les réponses que va nous donner le tarot, ça va être des réponses qui, vont être issues de notre inconscient. Donc, il y a une part de nous qui va nous parler, à laquelle on n'a pas accès de façon normale. Par exemple, certains vont faire de l'hypnose ou faire de l'interprétation de rêves pour recevoir les messages de l'inconscient. Ici, le tarot va permettre de faire ce travail-là. Mais aussi, je vais recevoir des guidances. Et c'est ça vraiment, puisqu'on parle de canalisation, je vais être là face à cette situation de vie. J'ai envie de cartographier la situation de vie à cet instant donné. Vous voyez, par exemple, on peut le faire maintenant. J'ai envie de savoir, mais OK, qu'est-ce que on va le faire de suite. Allez, on va faire un exemple simple. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois vous dire? Je vais tirer, voilà. Truc. Alors, allez, là, ben, typiquement, je viens de tirer 3 cartes qui sont très, très belles. Tout particulièrement celle-là, je vais inverser, le soleil. La carte principale, c'est l'empereur. C'est vraiment l'affirmation de soi, de ses connaissances, le fait de guider, de diriger. Ici, on a comment il s'appelle? Le fou qui nous amène à aussi laisser sortir le côté innocence, laisser sortir également, moi, comment elle me parle là maintenant avec vous, cette carte, elle dit, laisse-toi aller, laisse venir ce qui doit sortir et tu as tout ce qu'il faut, tu es assis sur le trésor de connaissances qu'est le tarot. Et ici, cette carte me dit, la lumière de cette connaissance-là, de ce savoir-là, elle se diffuse. Et tout est OK. Donc, vous voyez, là, j'ai tiré ces cartes-là et ça m'indique qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec vous à ce moment précis et qu'est-ce que je dois faire. Donc, en d'autres termes, je dois continuer, puis continuer à m'amuser avec vous. C'est ça que ça veut dire. Par contre, si j'avais eu cette carte-là, par exemple, qui est la Lune, ben, alors, si j'avais eu cette carte-là toute seule, on pourrait dire, si j'avais eu ces deux cartes, Lune et Soleil, donc tout est OK, mais connecte-toi à ton intuition. Écoute ton intuition. Par contre, si j'avais eu Lune et Pendu, ben là, je me serais dit, ah, il y a un blocage là qui est en train de se passer maintenant, va regarder à l'intérieur de tes émotions. Il y a un truc qui ne va pas. Et sors de ça. Donc là, ça aurait été plus un avertissement, ça aurait été plus un guide de ce que je dois faire. Et d'ailleurs, ça allait aussi sur ce que je viens de tirer. Donc voilà vraiment ce qui se passe. Et en fait, toujours pareil, c'est la grande question. D'où est-ce qu'il vient ce message? Est-ce que c'est le Nicolas qui est plus éveillé, plus sage à moi? Est-ce que c'est mes guides qui m'ont envoyé ce message? Est-ce que c'est une force extérieure? Je sais pas. Je sais pas. Mais même si c'est, j'ai envie de dire, si c'est, on va dire, au minima, le Nicolas le plus élevé, le plus sage qui est en moi, eh bien, c'est mon âme qui a parlé. Et mon âme qui a parlé, c'est la part spirituelle. Donc, c'est une part qui me dépasse dans un certain sens. On passe vraiment un cap dans son art de tirer le tarot ou de faire de la canalisation en général lorsqu'on lâche le questionnement, la préoccupation de savoir est-ce que c'est mon inconscient, est-ce que c'est autre chose, et juste recevoir ce que l'on reçoit, être prêt à le recevoir et s'ouvrir aux messages qui arrivent. Voilà pour cela. Ma réponse a été un peu longue, je crois. J'espère qu'elle a été claire.
Bah, merci pour toutes tes réponses. Donc du coup, je vais, profiter pour te donner la date de ton atelier. Donc ce sera le Ouais, mardi 22 novembre à 20h30. Le thème, ce sera tarot symbolique, les 22 clés pour lire l'invisible. Donc vous tout aurez à 2 fait. versions, la version téléchargeable et non téléchargeable. Vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académienouvellevie.com dans la rubrique replay 24 à 48 heures après notre direct, ou si vous nous regardez sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve dans les descriptifs sous la vidéo. Génial. Donc vous avez Alors le je lien là, sais je le voilà, je l'ai mis dans le chat. et pour en parler un peu plus en détail de l'atelier, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, Voilà. là, on va prendre une à une, on va se concentrer sur, les 22 arcanes majeures. Parce que vous savez, moi, j'ai passé très longtemps, il y a des personnes qui vont vous tirer le tarot qui ne tirent pas les arcanes mineures. Donc, on peut se dire souvent, est-ce qu'il faut que je tire les arcanes mineures? Parce que si vous rajoutez les arcanes mineures, vous avez plein d'autres symboles complémentaires. Vous voyez, je vous en montre quelques-unes. Là, ici, on a le 4 d'épée qui nous amène au repos, à la détente. Là, ici, on a le 5 de denier qui nous parle de pauvreté, mais qui nous dit qu'en même temps, il y a une chaleur et une richesse qui est pas loin. Là, on a le 5 d'épée qui peut parler d'un sentiment d'être abandonné, d'être trahi ou d'être laissé pour compte. Bon, il y a le monde, ça on en a parlé précédemment. Le soleil aussi, on en a parlé. Voilà, là, on était un peu sur les mineurs. Donc, vous voyez, par exemple, sur ce tarot-là, lorsque je le tire, je mélange les mineurs et les majeurs. Mais j'ai passé très longtemps à ne tirer que les majeurs. Et par exemple, quand je prends Marseille, quand je tire le Marseille, je tire que les majeurs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je disais, j'ai passé très longtemps à ne tirer que les majeurs parce que les majeurs, il y a déjà les messages fondamentaux. Les mineurs vont amener plus de précision, si vous voulez. Donc, nous, ce qu'on va faire pendant l'atelier, on va regarder une à une les majeurs. On va prendre, puisque forcément, il faut s'inspirer d'un standard. On va prendre pour standard le tarot Rider-Waite-Smith, qui est juste à côté. Donc, cette version-là, parce qu'elle est plus jolie, c'est quand même plus cool de travailler avec des jolies cartes. Mais en même temps, vous pourrez l'utiliser. Par exemple, si je prends ici la lune, il y aura quelques choses qui changeront, mais vous pourrez utiliser les concepts, les conseils que je vais vous donner sur un Marseille, par exemple. Par exemple, là, ici, regardez, on retrouve les mêmes codes. On a la lune, on a les deux loups, on a l'écrevisse qui est juste là, avec l'eau. On a les deux tours derrière. Donc, on retrouve les mêmes symboles, sauf que la représentation est différente. Il y a quelques différences parfois sur certaines cartes, mais le message fondamental, que vous soyez sur du Rider-Waite-Smith ou sur du Marseille, c'est-à-dire les deux tarots principaux, vous les aurez. Mais juste à savoir que nous, on va vraiment être plus sur cette version-là et on va avoir un à un les messages fondamentaux et les symboles clés que l'on doit avoir. Par exemple, ici, j'adore cette carte. Ça, c'est la papesse qui nous parle. Donc, vous vous souvenez que je vous avais dit la roue est marquée tarot, Torah. Là, on retrouve le mot. Tor et il est caché le A. D'ailleurs, le livre est fermé, je vous expliquerai pourquoi. On a la lune qui parle de connexion à son intuition. Cette carte est géniale, donc je vais vous donner à chaque fois sur chacune des cartes le sens. Par exemple ici, alors on va aller, par exemple ça c'est un des points où on va aller un peu dans le détail et c'est là où Rider-Waite va nous aider plus. Ici on a le battleur, le magicien aussi appelé. On a la version de Marseille avec donc un homme qui a avec sa table de jeu. Et ce que j'aime sur la version de Rider-Waite, si vous voyez, c'est que sa table, on n'a pas des dés, enfin, là ici on a des dés, des épées, bref, des éléments de jeu, des gobelets. Ici, on trouve seulement 4 éléments qui sont l'épée, la coupe, le denier ou pentacle et le bâton. Et en fait, ces 4 éléments, ce sont les 4 éléments du feu, de l'eau, de l'air et de la terre qui représentent, si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, les 4 familles des arcanes mineurs. Donc, c'est quand on a cette carte-là et quand on a cette représentation-là, on a cet élément en plus qui nous dit, mais en fait, tu as tout en toi, tu as tout ce qu'il faut et va le chercher. Bon, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Donc, on va faire ça les unes après les autres. Et comme ça, au moins, vous aurez la. C'est pour ça que la version enregistrée pourra être très utile aussi pour vous parce que du coup, bon, vous prendrez des notes, j'imagine. Enfin, je vous invite, encourage fortement à prendre des notes pendant l'atelier, mais aussi vraiment de revoir parce qu'il y a des choses forcément sur lesquelles vous passerez à côté et qui aideront vraiment à revenir. Et après,
une fois que vous aurez donc toute cette connaissance-là, vous pourrez déjà commencer à tirer une carte et dire voilà, allez, j'ai la tour. Ah, c'est pas très joli, mais en même temps, qu'est-ce que dit? Ben, que peut-être il faut détruire des choses matérielles pour se connecter au spirituel et que toute difficulté a un sens et un message caché. Vous voyez, ça c'est ce que je peux dire cette carte. Donc vous aurez les codes qui vous permettront d'aller chercher la canalisation et de vous dire par exemple, hop, on va prendre, tiens, l'étoile. Ah tiens, je viens de tirer l'étoile. Bon, Nico, il m'a dit que l'étoile, ça signifie le chemin, ça signifie se laisser guider par son étoile, tout ça. Mais je vois ici qu'il y a de la nature autour. Et la nature, ben, ça me parle de telle façon. Et c'est ça que, justement, qui va être chouette, c'est que le symbole va résonner avec vous et vous donner d'autres informations quand même de décoder. Voilà donc pour être plus en détail sur ce que l'on va voir. On va bien s'amuser. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Voilà. Ça marche. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour clôturer. Quand moi, ça a été un plaisir, je me suis vraiment régalé. J'espère que vous avez aimé. Comme Moi vous pouvez le aussi. voir, ma façon de parler, je suis passionné par ce sujet. Oui, ça se C'est un sent. monde. Ouais, ça c'est cool. Parce que c'est un monde infini. Il y a tellement, tellement de choses à découvrir. Et ce qui est fou, c'est que j'en découvre encore aujourd'hui. Et je sais que dans 5, dans 10 ans, j'en découvrirai encore. Quoi. Dire, oh, putain, mais il y avait ça, c'était là depuis le début, je ne l'avais pas vu. Et ça, et ça. Donc, c'est ça qui est magnifique. Avec le tarot, on n'en finit jamais. C'est vrai. Merci en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir sur l'académie. Et on se Plaisir retrouve partagé. du coup pour ton atelier qui sera le mardi 22 novembre à 20h30. Exactement. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve vite Très pour belle l'atelier. soirée, je te souhaite le meilleur également. Bonne soirée Ciao. à tous. Ciao, ciao.